Salut tout le monde, je m'appelle Jérôme et aujourd'hui je vous propose un podcast en 2 épisodes parlant de l'histoire de la radio à Liège et de la passion de la voix. Pour ce faire, on va remonter dans le temps à l'époque de la naissance du disco. C'est parti. Tout commence en mars 1978. L'histoire de la radio en Belgique connaît un grand tournant puisque la première radio libre voit le jour dans la ville de Couvain. Elle s'appelle Radio Au Noir. Le 26 juin a lieu la visite royale à Couvain. C'est pour les anti-barragistes un grand jour. Nous saurons nous montrer à la hauteur. Le mot d'ordre de l'association sera « Bienvenue à nos souverains et non au barrage ». De façon ponctuelle, elle milite pour s'opposer à la construction d'un barrage sur la rivière éponyme, mais tout se fait dans la clandestinité. Il faut changer régulièrement l'émetteur de place pour éviter la saisie du matériel par la RTT, ancêtre de Belgacom, puisque la diffusion était illégale. Nous interrompons nos émissions. Celle-ci était donc la dernière. Mais nous sommes prêts à reprendre nos émissions Radio Couvain si les événements le nécessitaient. En effet, le monopole des ondes est réservé aux institutions journalistiques d'État, la RTBF pour le côté francophone du pays et la BRT devenue VRT aujourd'hui pour la Flandre. Malgré les menaces et les risques de saisie de matériel, ce mouvement contestataire se propage par contagion. De nombreuses autres radios militantes ponctuelles vont s'établir, comme par exemple Radio Irradié à Andenne, qui lutte contre l'extension de la centrale nucléaire de Tihange. Et cette agitation n'est que le début d'une ère radiophonique qui signera la fin du monopole étatique des ondes. Le 12 octobre 1978, Radio Louvain-la-Neuve incarne ce combat avec des étudiants de l'université. Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute Radio Louvain-la-Neuve. Radio Louvain-la-Neuve, c'est nous pour vous, c'est vous pour nous, c'est naturel et pourtant, vous le savez, c'est différent. Radio Louvain-la-Neuve, la première station de radio libre en Belgique. Elle inspirera notamment Radio Sartillement, la première radio libre de l'Université de Liège, ancêtre de 48 FM. Liège Université, à l'Université de Liège, l'enseignement, la recherche, la région. Ces radios ne sont que des exemples parmi les dizaines d'autres qui les suivront par après, comme Radio Basse-Meuse, la radio de demain que l'on écoute aujourd'hui. Radio Liège, Radio Ciel, Vous l'aurez compris, qu'elle soit pirate ou libre, tout le monde veut se lancer dans l'aventure des ondes durant les années 70-80. À l'époque, il faut se remettre dans le contexte où il n'y avait que la RTBF. Luc Oven, créateur d'une radio pirate du nom de Radio Bois de Breu, qui est rentré dans le réseau Radio Contact par la suite, il est aussi le fondateur de Maximum FM. Il n'y avait pas vraiment non plus de formation possible au métier de la radio. Nous étions tous sur le même pied d'égalité, je vais dire, avec des spécificités. Chacun, il y avait des radios qui étaient peut-être à vocation plus musicale. Il y avait aussi des radios qui avaient plus une orientation politisée. Mais tous, nous étions totalement amateurs. Je ne me souviens pas à l'époque, il y a eu une radio qui comptait parmi ses membres de vrais professionnels de la radio. D'ailleurs, il y en avait très peu. C'est de nouveau la technologie qui a permis à ces radios d'exister, puisque ça coûte cher, le matos, émetteur, tout le brol pour émettre sur des ondes FM à ce moment-là. Gabrielle Davroy, membre d'une radio pirate du nom de Radio Basse-Meuse, éditrice de Liège Matin pendant plusieurs années et animatrice à Classique 21 dans l'émission Génération 80. Donc c'est sûr que jusque-là, la RTBF était monopole. Il n'y a pas de concurrence du tout. Donc c'est certain que cette concurrence est arrivée, mais qui était minuscule. C'était des petites choses, des petites radios, des petites chaînes, des spectres d'émissions très petits. Mais quand tu les mets côte à côte, ça commençait à grenouiller à l'RTBF. Mais c'est surtout aussi des émissions qui vont parfois bousculer. On va venir avec des thématiques un peu différentes. Marc Van Ness, également membre de Radio Basse-Meuse, longue carrière en tant que journaliste au soir et professeur principal à l'Université de Liège pour le master en journalisme. Il va y avoir des émissions qui vont oser aussi appeler un chat, par rapport à une RTBF qui à l'époque était encore un petit peu amidonnée, fort constipée. Quelle va être la réaction de l'RTBF qui va se faire blackbouler en cassation contre nous? Ils vont créer Radio 21.
Donc ils vont venir avec une musique beaucoup plus jeune, beaucoup plus rock, etc. À l'époque, c'était évidemment, pour l'RTBF, je ne dis pas que c'était les accordéons tous les jours, mais ils étaient loin d'avoir compris. Donc la nouvelle génération va pousser même les autres médias à se repenser. Et je pense que le public était justement un petit peu en recherche de pouvoir communiquer avec les animateurs, de pouvoir éventuellement intervenir. On pouvait rendre visite dans une radio pirate, une radio privée, où les auditeurs pouvaient venir saluer les animateurs. Et cette proximité a fait que... Et puis aussi un ton tout à fait différent au niveau de la musique qui était diffusée. On diffusait du rock, on diffusait du disco... This is not a love song, Public Image Limited, un petit peu de cafouillage à la technique si vous avez écouté le début. Enfin, c'est pas grave, il y a beaucoup de bousculades cet après-midi dans le studio de Radio Bois-de-Breu. Vous écoutez en tous les cas le hit parade de Radio Bois-de-Breu Funky présenté par Bruno Deladon et ce jusque 16h. Voici le 21e Billy Joel Uptown Girl. C'était nettement plus libre, c'est pour ça qu'on les a appelés d'ailleurs par après les radios libres. Et on devait parfois planquer des branchés parce qu'on voyait des goniomètres qui passaient avec les voitures oranges. Ils n'étaient pas discrets, heureusement, c'est con. Mais parfois, on se fait saisir le matériel. C'était ça à l'époque. On était des illégaux, mais en étant persuadés qu'on allait un jour avoir raison. Il n'était pas normal que dans un pays démocratique comme le nôtre, on n'est pas au Zimbabwe ou en Libye, chez Kadhafi, on ne puisse pas avoir notre propre radio. C'est ça le premier match, c'est celui-là. C'est également en cette époque que va se distinguer deux modèles de radio, les radios associatives et les radios divertissantes. Dans le premier cas, elles se veulent communautaires et locales, avec donc une faible puissance d'émission et sans intention commerciale. Et dans le second cas, au contraire, les stations désirent plus de puissance d'émission et obtenir de l'argent au moyen de la publicité. Radio Contact, inauguré le 1er mars 1980, suit cette seconde voie et se veut être un média concurrentiel des radios du service public. C'est une des premières radios privées de Belgique, les autres étant des radios d'expression. Avec le temps, le combat des radios libres et pirates va payer. Plusieurs décrets issus du monde politique dans les années 80 légalisent petit à petit les ondes. De plus en plus de radios peuvent désormais diffuser du contenu en FM de façon légale. On note l'année 1981 comme législation d'application confirmant le passage du modèle des radios libres à celui des radios locales. 2 ans plus tard, diffuser de la publicité devient légal, ce qui facilite le financement des stations locales. Le caractère piraté illégal s'atténue donc au fil du temps, pour finalement presque entièrement disparaître. Les années passent et le contenu des radios se précise. Les radios se professionnalisent, comme par exemple Radio Basse-Meuse, qui devient entre autres Bel RTL le 2 septembre 1991. Bel RTL, il est 8h. Pour la plupart de ces radios, le maître mot est la proximité. Tout le monde veut savoir ce qu'il se passe près de chez lui, et dorénavant c'est possible car il n'y a plus que la RTBF comme seule et unique source d'information reconnue. Cette période d'effervescence radiophonique dure jusqu'au tournant du XXIe siècle, moment où l'histoire de la radio liégeoise connaît un grand basculement. Dans les années 90, il faut savoir que chaque radio avec une marque nationale avait ses décrochages en région, et donc il y avait des moments qui étaient de Bruxelles, mais d'autres moments où on avait vraiment l'animateur qui était ici dans un studio à Liège. Il y avait plein de studios qui maintenant n'existent plus du tout. Grégory Pirotte, directeur de Maximum FM Liège. Tout ce qui reste dans les antennes locales, c'est de la promo, voire des commerciaux, mais c'est le reste. Voilà, si on prend des exemples, Radio Contact a un journaliste qui fait encore 2 flashs sur la journée. Bel RTL, il y a 1 minute d'info en région. Alors qu'avant, il y avait un rendez-vous matinal de 6h à 8h tous les matins au départ de Liège. Nostalgie avait aussi des décrochages à l'époque, maintenant c'est fini. Les moyens qu'on a à disposition se sont amenuisés au fil du temps. Lionel Soleil, journaliste et présentateur des journaux régionaux chez Radio Contact. Ça veut dire qu'on ne sait plus payer le personnel autant. Donc il faut réfléchir à une manière intelligente d'utiliser les moyens. Jusqu'à un certain point. Et si on se rend compte que c'est plus possible, il faut rogner sur le temps d'antenne parce que ça coûte, tout simplement. Et donc ça, la raison économique à un moment donné a joué. C'est un mode de consommation qui est en train de changer. C'est-à-dire que avant, il y avait, quand je dis avant, c'est il y a une vingtaine d'années, ou même une dizaine, un peu avant les réseaux sociaux en fait. Il y avait encore le traditionnel journal qu'on allait chercher le matin et on allait lire ces petites infos dans le journal.
Et on regardait à 19h la grand-messe, le journal de RTL, où on allait s'asseoir devant le journal de RTBF à 19h30. Il n'y avait pas les replays, il n'y avait pas les podcasts, il n'y avait pas forcément de l'info qui arrivait comme ça à inonder sur des sites. Et donc le seul média de proximité et quasi instantané, qui ne demandait pas de grands chamboulements au niveau de la façon de faire, parce que demain, je sais pas, il y a une info qui tombe, la télé va pas arrêter sa série pour diffuser un journal, tandis que la radio, on savait qu'il y avait des flashs tous les demi-heures, par exemple, et donc il y avait un côté immédiateté, sauf que maintenant, la radio n'est plus le premier média à informer les gens, c'est devenu les réseaux sociaux, et les sites internet des rédactions. Bien que l'arrivée de nouveaux médias apporte de nouvelles manières de consommer de l'information, cela ne signifie pas la mort de la radio à Liège pour autant. Comme le souligne Grégory Pirotte, les habitudes évoluent et les comportements changent. Il semble aujourd'hui primordial de changer la manière de faire de l'information et d'évoluer avec son temps. C'est sûr, avant on faisait des journaux de 12-13 minutes en local où on enfilait les perles. Anne Poncelet, responsable éditoriale à la RTBF pour Liège, notamment à Vivacité. C'est-à-dire qu'on enfilait les sujets les uns derrière les autres. Ici, la forme a été beaucoup travaillée, avec des alternances de formats, avec des billets montés, des reportages, des plateaux, des interviews, du direct, des brèves. Donc il y a vraiment un travail sur la forme et sur les longueurs. Les formats sont beaucoup plus serrés. On n'écoute plus la radio peut-être comme on ne regarde plus la télé, comme avant. Charles Neuforge, journaliste ayant activement participé à la création de l'ancrage local de Bel RTL à Liège. Il est également maître de conférences à l'Université de Liège pour le master en journalisme. Même si les journaux sont toujours suivis, les journaux généralistes, on a les possibilités de postposer son écoute, de la fragmenter. On n'est plus à l'époque où tu n'as accès que à 2 ou 3 radios ou une dizaine de radios et quelques télés. Fred Coles, responsable de 48 FM. On a une époque où tu peux trouver tout et n'importe quoi comme information ou comme service d'information. Que ce soit de la presse écrite en ligne, que ce soit des podcasts. Le web se développe de façon incroyable. Nous, on produit une quarantaine d'articles, rien que sur Liège, une quarantaine d'articles web par semaine. Le site RTBF, c'est 600 articles par semaine. Donc, c'est une grosse antenne. Et c'est de l'info, uniquement de l'info. Donc, en fait, l'info, je pense, ne diminue pas. Simplement, elle se répartit autrement parce qu'il y a plus de chaînes, il y a plus de plateformes. Donc il y a peut-être un peu moins de diffusion en radio, mais il y en a plus en RS, il y en a plus sur le web. Donc pour l'instant, c'est un vase communicant. C'est super intéressant parce qu'on part dans tous les sens, mais on n'a plus ce côté linéaire. Et je pense que c'est vraiment le mot à retenir, c'est le côté linéaire, à savoir que maintenant tout est dématérialisé, tout peut être consommé au moment où la personne a envie de le consommer. Et pareil, la radio a des concurrents qui sont Deezer, Spotify ou autres, parce que les gens veulent tout au niveau immédiat. C'est-à-dire que j'ai envie d'entendre cette chanson-là, avant on attendait tranquille en espérant qu'elle passe à la radio. Maintenant, hop, on va sur YouTube, on va sur telle chose et on l'écoute directement. La consommation à tous les niveaux est comme ça maintenant, et la radio subit aussi cette façon de faire. Changement du mode de consommation de contenu, numérisation du média, transition vers une construction à 360 degrés de l'information et de l'animation, la radio semble bel et bien connaître un chavirage inéluctable. On pourrait se dire qu'aujourd'hui, elle ne connaît plus vraiment ses heures de gloire, du moins dans sa forme d'antan. On entend même parfois dire que plus personne n'écoute la radio, sauf peut-être en se réveillant ou en conduisant la voiture. Pourtant, lorsque l'on a demandé ce qu'il en était en termes de chiffre d'audience, il ne bouge presque pas comparé à auparavant. Quelle est donc la force de ce média ? Pourquoi et comment tient-il debout ? Est-ce que la voix que l'on entend derrière notre station radio en est responsable ? Et puis, comment on peut encore être passionné par ce média ? Qu'est-ce qui fonctionne bien ? Nous tenterons de répondre à toutes ces questions dans le second épisode de ce podcast dédié à l'histoire de la radio à Liège.